Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de La Bonne Vivance. Épisode spécial parce que c'est le premier épisode hors série, il va y en avoir quelques-uns. Aujourd'hui, c'est le tout premier. On va parler d'alcool et d'addiction avec mon invité Laurent Carella. Salut Laurent, ça va ? Salut Julien, ouais ça va très bien, merci. Je vais vous présenter Laurent pour peut-être celles et ceux qui ne le connaissent pas. On a plusieurs points communs. Ouais. Premier point commun, c'est la santé. La santé. Santé mentale et addictologie en ce On est en bonne santé. qui te concerne. On est en bonne santé, c'est notre premier point commun. Puisque Laurent est psychiatre addictologue, donc tu es en exercice, tu traites toujours des patients. Ouais. Tu animes aussi un podcast qui s'appelle Addiction, avec un K. J'en ai un autre aussi qui s'appelle Psychique, avec un K. Alors les deux avec un K comme Carilla, facile à retenir. Voilà. Donc Addiction avec le K au milieu, Psychique avec le K à la fin. Voilà. Tu interviens aussi dans Ça commence aujourd'hui. Sur France 2, avec Faustine Bollard. Animé par Faustine Bollard. Et donc le deuxième point commun, comme ton t-shirt le montre, fan de métal également comme moi. Ouais. T'écris des articles, t'écris toujours dans Hard Force ou non, j'écris plus dans Hard Force. Non, j'écris dans Radio Metal, Radio Metal, et j'écris pour Metalian aussi. Ok. Voilà. Donc des interviews, des reviews, des actus, etc. Des chroniques, etc. Et tu as écrit aussi des paroles d'albums pour le groupe Satan Jokers, qui est un groupe français, qui était un groupe français parce qu'ils sont. Là ils tournent plus, mais j'ai écrit les paroles de 3 albums. C'était des concepts autour justement des addictions et des maladies mentales. Donc allez diguer tout ça sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus. Je vous mettrai de toute façon les liens dans les descriptions. Je dis les descriptions parce que vous pouvez suivre ce podcast sur toutes les plateformes, que ce soit en vidéo sur YouTube ou en audio sur toutes les plateformes de podcast. Donc aujourd'hui, on va parler d'alcool, on va parler d'addiction de manière globale. J'ai une liste de questions. Vas-y. On va essayer d'être le plus concis, le plus le plus concret possible. L'idée, c'est vraiment aider les gens au quotidien, répondre à leurs questions bien sûr, mais aussi tu vas voir qu'il y a des questions qui sont assez pratiques. Une question qui est revenue très souvent, et qui est pas mal parce qu'elle pose pas mal les bases, c'est au sujet de l'alcool, c'est à partir de quand est-ce qu'on considère qu'on est alcoolique ? Alors moi, j'aime pas le mot alcoolique, mais donc l'addiction à l'alcool, c'est à partir de quel moment on est malade ? Déjà, il faut se baser sur les recommandations de Santé publique France, tu vois, qu'on connaît. C'est pas plus de 2 verres par jour, pas tous les jours, avec 2 jours sans consommer, et pas plus de 10 verres par semaine. Ça, c'est le truc de base pour pas être dans l'excès. Ouais. Et lors d'une occasion, parce qu'il y a les occasions, c'est un peu différent, c'est pas plus de 4 verres. 4 verres, c'est des verres standards de bar. Hein. C'est ça, donc une pinte, c'est 2 verres. C'est pas des verres comme ça. Hein. Voilà. Donc c'est pas plus de 4 verres lors d'une occasion, où on boit lentement, etc. Ça, c'est la définition pour pas dépasser l'excès. Mais on sait très bien que dès un verre, il y a des risques. Sur la Personne n'est égal. Personne n'est égal. Après, l'addiction à l'alcool, moi, j'utilise mon moyen technique simple, tu vois. Si tu as 5 C pendant 12 mois, tu es dans l'addiction. Et peu importe le produit, finalement, ça marche pour tout. Premier C, je perds contrôle de ma consommation d'alcool. Deuxième C, j'ai un usage compulsif. Je ne peux pas m'empêcher de le faire. Troisième C, c'est un mot anglais, le craving, qui est l'envie irrépressible de consommer. Tu vois, ça tourne en boucle dans ta tête. Le quatrième C, c'est un usage continu, régulier. Et le dernier C, je continue malgré les conséquences sur ma santé. Si tu as ces 5 C pendant 12 mois, tu as une addiction. Donc ici, à l'alcool, mais c'est valable pour toutes les substances et les comportements. Donc ça, c'est déjà super intéressant de poser cette base-là, qui est que l'image un peu caricaturale de t'es alcoolique si tu bois tant par jour, si tu bois dès le réveil, si t'es ivre-mort, si t'as le nez comme ça, etc. Ça, c'est des... Tout ça, c'est des symptômes qui peuvent se rajouter, tu vois. Mais tu peux avoir un problème d'alcool sans être dans ce... Tu peux être dans l'excès d'alcool... Et c'est problématique, parce qu'il y a un problème pour ta santé, etc. Et après, basculer dans la maladie addictive. Donc là, on a posé la base de ce que c'est une addiction à l'alcool. Est-ce qu'il y a... Tu sais, pendant un moment, on parlait de buveurs excessifs, etc. Est-ce qu'il y a une différentes catégories de problèmes liés à la conso d'alcool ? Tu as l'usage simple. L'usage simple, c'est je bois un verre avec un copain, une copine. Tu vois, ou à un dîner, je bois un verre, 2 verres. C'est un usage simple. Okay. Tu as l'usage excessif, c'est tu dépasses les recommandations de Santé publique France. Okay. Et tu es dans l'excès avec des conséquences qui ne sont pas forcément sur ta santé. Il y a un début de dommage.
Tu vois, par exemple, je sais pas, tu vas dans une soirée, tu rentres en voiture et avec ta voiture, tu percutes un trottoir et t'éclates la jambe de ta roue, pardon. Là, tu es dans l'excès. Ouais. Tu vois, il y a eu des dommages, pas forcément sur ta santé. Faut qu'il y ait quand même une conséquence. Ouais, le buveur excessif, il n'y a pas toujours des conséquences, mais la plupart du temps, il y en a. Il y en a, ok. Et en France, il y a énormément de buveurs excessifs et de buveuses excessives. On a des chiffres ou pas? Ah ouais, pour les femmes, c'était plus d'1,5 million, je crois. Ok. Tu vois. Et l'étape d'après, c'est la dépendance, c'est l'addiction. Dont on a parlé juste avant. Donc, tu vois, et là, tu es malade. Tu vois, c'est une maladie chronique. Ouais. Ok. Ouais, donc pour les chiffres, parce que il y a quand même ce truc en France où tout le monde dit ah oui, les problèmes d'alcool, ça craint, mais personne ne considère en avoir, alors qu'on sait qu'en France, dans d'autres pays aussi, mais on sait qu'en France, l'alcool, c'est partout tout le temps. Ouais. On en parlera après, mais ça fait 2 ans de suite que je fais Dry January. Bravo. Tu te rends compte à quel point tu ne peux rien faire. Tu vas à un concert, alcool. Bière. Tu vas à une inauguration, un vernissage, alcool. Champagne. Tu vas à un repas d'affaires, vin rouge. Partout. Non seulement c'est partout, mais en plus c'est mal vu de refuser. Donc toute presse de consommer de l'alcool, on a vu les chiffres, c'est quand même très peu pour être dans l'excès par rapport à ce type de consommation. Tu as très vite fait, en faisant 2 sorties par semaine, 1 ou 2 repas pro, plus tu arrives très vite aux plus de 10 verres. Mais justement, c'est ça, d'avoir des curseurs, ça permet de savoir justement où on se trouve. Et je pense que le premier curseur, quand on boit de l'alcool, parce qu'on a souvent la question, tu sais, je rentre tous les soirs du travail, je bois un verre d'alcool, est-ce que je suis alcoolique? Tu vois, non, il faut voir ce qu'il y a tout autour, tu vois. Si tu bois parce que tu es angoissé, si tu bois parce que tu es déprimé, enfin, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Mais c'est clair qu'on a des repères, ces repères doivent servir de curseur. Et ça doit te permettre justement de réguler les choses. Oui, parce que si tu reprends bêtement les chiffres, un verre tous les soirs, ça fait 7. Donc tu dépasses pas les 10. Par contre, c'est tous les jours. Et tu as des curseurs où c'est pas tous les jours. Le curseur, c'est il faut pas qu'il y ait un jour ou 2 off. Le meilleur, c'est 2 jours off. Pendant un moment, on parlait aussi de si tu commences de plus en plus tôt dans la journée, si tu recherches de plus en plus les occasions. Ça, c'est ce qu'on appelle l'usage à risque. Ok. Ça, c'est une autre classification. C'est une autre cotation. L'usage à risque, c'est je bois parce que je suis anxieux, je bois parce que je suis triste, je bois parce que j'ai une mauvaise nouvelle, je bois pour dormir, je bois seul. Je peux pas m'empêcher de boire, sinon j'ai pas, tu vois, ça me donne pas de boost. Si je vais en soirée et j'ai pas bu avant, tu vois, tous ces éléments, c'est à risque. Ou tu utilises un peu l'alcool comme un médicament. C'est un booster, un dopant, tu vois, comme un dopant. Et le problème, c'est aussi, plus on est exposé tôt à l'alcool, plus ton cerveau, tu sais, il n'est pas mature avant 20-25 ans, plus là aussi, il y a d'autres risques qui peuvent s'installer. Ça, c'est une question qui est revenue aussi d'ailleurs. Le facteur héréditaire de l'addiction. Ça explique pas tout. Souvent, on pose cette question. En fait, dans les facteurs de vulnérabilité de l'addiction, c'est-à-dire les facteurs de risque d'être addict ou pas, il y en a 5. Le central, c'est toi et ton développement. C'est-à-dire ta puberté, ta maturité cérébrale, il y a des différences garçon-fille, c'est comme ça. Ça, c'est le centre. Et sur les côtés, tu as 4 facteurs. Tu as un facteur psychologique, psychiatrique, tu vois, donc est-ce que tu es anxieux, déprimé, est-ce que tu dors mal, est-ce que tu es hypersensible, c'est pas une maladie, est-ce que tu as un TDAH, est-ce que tu vois, on peut à l'infini décliner les choses. Quel est ton tempérament, est-ce que tu aimes le danger, pas le danger, est-ce que tu aimes les sensations fortes ou pas. Ça, c'est le deuxième gros facteur. Troisième gros facteur, c'est ton cerveau, lui. Les échanges à l'intérieur, le métabolisme, ton cerveau qui est plastique, qui s'adapte aux situations. Le facteur génétique, c'est un facteur, ça explique 40 à 60-70% des choses. Et le gros facteur, c'est l'environnement. Bien sûr. C'est ton éducation, tes copains, tes copines, le stress. Et dedans, il y a les produits. Il y a l'alcool, les substances, etc. Tu vois, en fait, il faut que ces 5 facteurs-là soient déséquilibrés pour basculer dans l'addiction. Il faut que les 5 soient déséquilibrés. Ok. Un seul n'explique pas. Si tu as un tonton qui a un problème avec l'alcool, addictif, tu vas pas être forcément addict à l'alcool. Ça peut rassurer les gens qui, j'imagine, c'était un peu la question qui était sous-tendue derrière. Si papa ou maman avait des problèmes d'alcool, c'est
un facteur de risque. C'est un facteur de risque. C'est pas suffisant Tout à fait. pour faire basculer. Donc, c'est pas une fatalité à tomber dans le... Il y a Exactement. une prédisposition, Exactement. mais pas de fatalité. On parlait de Dry January tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est très bien, mais c'est un mois. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Est-ce qu'il y a des trucs ? Est-ce que toi, par exemple, tu aurais un conseil en disant, voilà, tu as appris quelque chose pendant un mois pour éviter de retomber dans sa conso d'avant qui peut être problématique ? Déjà, le défi de janvier, ou Dry January, ça s'adresse à des gens qui n'ont pas d'addiction à l'alcool. Oui, ça, c'est vraiment important, il faut le dire. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ont une consommation excessive d'alcool, d'accord ? Ou problématique d'alcool, mais sans être dans la dépendance. Ouais. Tout ce que tu vas mettre en place comme stratégie personnelle pour justement, tu vas dans des endroits où tu ne vas pas boire alors que tu as l'habitude de boire, tu rencontres des amis avec qui tu as l'habitude de boire, tu ne bois pas. En fait, toutes ces stratégies-là, elles vont être bénéfiques. Ouais. Et l'idée, ce n'est pas l'injonction à ne plus jamais boire, c'est l'idée d'un mois off, c'est de se dire, sans alcool, il y a des trucs qui sont mieux pour moi, quoi. C'est-à-dire que je dors mieux, je me lève plus tôt, je suis plus efficace. Quand je rentre de soirée le lendemain, je suis cool. Je me suis un peu ennuyé au début, mais finalement, je trouve d'autres éléments. En fait, il faut continuer à s'appliquer certaines des stratégies pour ne pas rebasculer immédiatement dans une consommation antérieure excessive. Et en fait, ça, c'est de l'auto-apprentissage quotidien, en fait. C'est-à-dire que, j'ai une soirée la semaine prochaine, j'ai pas bu depuis un mois, je vais faire différemment. Peut-être que je vais boire. Mais je vais peut-être boire un verre et après derrière que du soft, tu vois. C'est ces stratégies-là qu'il faut se mettre. Et on sait très bien que les gens qui font le dry, ça se poursuit un peu dans le temps. Ouais. Oui, tu tires des enseignements. Ouais. Tu as une espèce de sensibilisation comportementale qui fait que tu vas pas tout de suite rebasculer dans comme avant, quoi. Et l'idée, c'est tout doucement d'entretenir ces stratégies-là sans se frustrer. Ouais. Ça, c'est intéressant, le truc de la frustration. Moi, je vois une psy, tu vois, de manière... c'est pas dirigé vers l'addiction. Et on parlait de mon dry, courant janvier, là. Ouais. Et je lui disais, là, je vais attaquer une semaine compliquée parce que j'ai une soirée dans un très bon bar à bière où je vais d'habitude, etc. Tout le monde va boire des très bonnes bières et moi, je vais être au soft, ça va être difficile. Après, j'ai une raclette, je sais qu'il va y avoir du très bon vin, je vais pas du tout en boire, machin, etc. Puis après, j'ai un concert, puis après, j'ai ça. Là, j'attaquais une grosse semaine avec plein d'événements, avec de la tentation. Et elle m'a dit, franchement, si vous sentez que c'est trop générateur de frustration, à la limite, prévoyez à l'avance, dites-vous... tel soir, là, le truc, la soirée avec les dégustations de bière, allez, j'ai le droit à un verre de bière, pas plus, mais j'ai le droit à un verre de bière. Elle m'a dit, ça va faire redescendre le truc, parce que sinon, la frustration, ce qui risque de se passer, c'est que vous n'allez pas anticiper, vous allez craquer, et après, vous allez tout lâcher, quoi. Est-ce que ça, c'est un truc que toi, tu valides, ou c'est un truc qui est... Moi déjà, c'est comment la personne envisage, tu vois, comme... tu as les situations qui sont déjà programmées, tu peux les anticiper en amont et développer et mettre en place des petites stratégies justement pour ne pas être frustré. Tu vois, moi, j'ai déjà parlé avec des gens, ce n'est pas des patients, avec des gens pour le dry. On a travaillé avec eux des stratégies d'anticipation. Parce que soit tu tombes dans un traquenard et tu es foutu. Ouais. Le problème de les gens qui aiment bien boire, c'est que le cerveau, lui, il se rappelle de « j'aime bien boire ». Et le cerveau, c'est comme un bâton de dynamite. C'est-à-dire que si tu allumes la mèche, après, c'est difficile, tu vois. Ouais. Et si tu es dans une situation environnementale qui est très plaisante, je sais pas, comme tu animes une soirée, tu es dans un concert, c'est plaisant pour toi. Toi, ton cerveau, il a enregistré que concert, soirée, je sais pas si tu mixes un machin ou tu fais de la musique, tout ça, ça te fait plaisir. Le cerveau, lui, va te dire « bah vas-y, bois. Bois, vas-y. Mais t'arrêtes pas. Pourquoi tu t'arrêtes ?» Le cerveau, il enregistre toujours ça, ce message-là. Donc moi, on avait développé avec donc, des personnes, j'anticipe, quand cette envie, c'est pas un craving, quand cette envie monte, je m'isole un tout petit peu, un peu de méditation, d'automéditation, tu vois. Ok, ça c'est pas mal. Tu vois, conseil pratique. Et il y en a un qui était très, très sensation forte. Ouais. On lui avait pris un ballon de boxe, tu vois, un punching ball, un punching ball portable. Ouais, pas mal. C'est-à-dire que dès qu'il s'isolait, il allait taper, il revenait. Ok.
Bon, après, tu vas me dire, tout le monde ne peut pas se balader avec son punching avec son punching ball partout. Non, mais c'est bien. Ça veut dire identifier ce qui te fait, parce qu'il y a ce truc d'adrénaline et de plaisir et ce qui te manque et ce que tu combles avec l'alcool et trouver un petit palliatif. Parce qu'il y a quand même un bénéfice quand tu te lances comme ça dans un truc, c'est quand même quelque chose de personnel. C'est vraiment un truc très très personnel où tu t'es dit, je vais me confronter au fait de je ne vais pas boire. Ouais. Je ne vais pas boire et j'aime bien boire. Et des fois, je me suis retourné la tête avec l'alcool, etc. Donc, il faut se dire quand même que quand on est un peu dans l'excès, le cerveau, il adore ça. Ouais. Le cerveau, lui, c'est un kiffeur, le cerveau. Tu vois, c'est pas hop, tu vas être malade. Et l'idée, c'est essayer de prolonger au mieux les choses. Et quand tu sais, quand tu n'es pas dans un traquenard, comme j'appelle ça, c'est d'anticiper. Après, si tu consommes, tu consommes. Ouais. Mais l'idée, c'est quand même de faire. Vu que le cerveau, c'est un kiffeur, c'est de lui donner du kiff, mais différent. Autre que l'alcool, quoi. Ouais, et ça, il faut identifier ça avant. Ouais, tu vois, il y a... J'avais un pote qui buvait des shots de soft, mais avec du tabasco dedans. Par exemple. Pour s'arracher un peu la bouche. Par exemple. Voilà. Par exemple. Trouver d'autres sensations. Trouver le truc, ça, je pense, c'est un conseil cool. Ouais. Question très importante. Très importante. En ce qui me concerne. Ouais. mais elle est revenue très très souvent aussi. Pour les gens qui sont plutôt des buveurs excessifs, est-ce qu'il y a un salut en dehors de tout ou rien? Est-ce que c'est possible vraiment sur le long terme de contrôler sa conso? Là, je parle de gens qui typiquement, quand ils décrivent leur conso, c'est je peux ne pas boire du tout. Par contre, si je bois un verre, c'est tout de suite 2 verres, 3 verres, le bâton de dynamite dont tu parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut, je sais pas, rallonger la mèche du bâton de dynamite? Est-ce qu'on peut... Il y a vraiment possibilité de contrôler sa conso quand on est comme ça? Ça se travaille, le contrôle de consommation. Ouais. Ça se travaille. Après, il faut voir ce qu'il y a autour de ces consommations excessives, encore une fois. Tu vois, c'est pas qu'une histoire de conso de boissons. Il faut voir le niveau d'anxiété, le niveau de dépression, le niveau de sensation, etc. Tu vois, et puis un peu le tempérament. Il faut voir quand même ces éléments-là. Il faut aussi voir un peu l'histoire un peu antérieure. On ne va pas rentrer en psychanalyse, hein, mais l'idée quand même, c'est d'avoir un phénotype de la personne et de se dire, ah là, pour le coup, c'est de la consultation. On va travailler sur le contrôle de conso parce que ma conso est trop excessive et j'ai eu des dommages à cause de cette conso. Il y a aussi des médicaments qui peuvent aider. Et on fait aussi des entretiens motivationnels surtout où on va réapprendre. La personne va être acteur ou actrice de son propre changement. On va lui apprendre à se motiver, à trouver des stratégies, comme on disait tout à l'heure, pour justement éviter l'excès, éviter des consos par moment, et espacer au maximum. Tu vois, manger pendant qu'on consomme, alterner avec des softs, pas avoir son verre à la main en permanence, tu vois, mais il faut toujours avoir un œil dessus en soirée. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, donc il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Donc là, quand tu dis « on », va leur apprendre, on va leur machin, etc. Tu parles de professionnels en addicto. Je pense que c'est pas mal aussi peut-être de faire un petit aparté là-dessus. Déjà de base, la santé mentale, depuis quelques années maintenant, c'est plus un sujet tabou comme ça. C'est un sujet à la mode même. C'est même un sujet à la mode, il y en a partout. Mais les addictions, j'ai l'impression que ça reste quand même un truc un petit peu à part. Il y a encore ce truc tabou de honte, de dire, si on dit... oui, j'ai un problème avec l'alcool. C'est quand même difficile à sortir. Le regard des gens sur nous est peut-être compliqué. Donc, aller dire, je vais voir un addicto pour maîtriser ma conso d'alcool, ça peut être... Mais tu peux en parler déjà avec ton médecin généraliste. Ouais. Tu vois, parce que ce genre de truc-là, je pense que si on dit aux gens qui ont conscience que c'est jusqu'ici, ils arrivent à faire rien, c'est-à-dire zéro conso, mais ils n'arrivent pas à avoir une conso raisonnable. Si on leur dit ça s'apprend, par contre, oui, il faut que tu aies un suivi un peu, au moins au début. Mais de toute façon, j'ai un tips de base. Même si tu ne veux pas aller voir son généraliste, il faudra que tu le mettras peut-être à disposition. Il y a un questionnaire qui s'appelle FACE, F-A-C-E. Tu le mets, vous faites le questionnaire FACE. Et c'est très simple, c'est très rapide, c'est 5 questions. Il y a un score, et en fonction du score, vous savez exactement où vous vous trouvez. Si vous vous trouvez dans la conso excessive, l'idée, c'est d'avoir des conseils pour un peu réduire la conso. Donc, c'est possible. Et aller voir, avoir des conseils en addicto,
c'est pas réservé uniquement aux gens qui sont dans l'addiction. Non, Ça non, peut être non. aussi aux gens qui ont juste une conso excessive et qui veulent apprendre à devenir Bien sûr, raisonnable, bien entre sûr. guillemets. En tout cas, à maîtriser leur conso. Tout à fait. Donc ça, c'est quand même, je trouve, super... Enfin, c'est un vrai truc d'espoir. C'est non négligeable, ouais. C'est quand même super important. Est-ce que, bon, les conseils pratiques, on en a un petit peu parlé. Tu parlais de traitement tout à l'heure. Il y a une question qu'on m'a posée, c'est pour certaines drogues, tu as des traitements de substitution, Subutex et compagnie. Subutex, c'est un nom commercial. Buprenorphine au dosage. On est d'accord que le traitement de substitution à l'alcool, ça n'existe pas encore? Déjà, le traitement de substitution, c'est pour des gens qui ont des problèmes d'addiction. Ouais. Tu vois, donc, comme tu le disais, pour les opioïdes, type, non, c'est surtout les médicaments opioïdes, des dérivés de morphiniques, etc. Ils sont dépendants, on va les substituer justement pour pas qu'ils partent en vrille à côté. Tu as aussi pour le tabac, tu as des traitements de substitution à la nicotine. Tu vois, mais pour l'alcool, non, il n'y a pas de traitement de substitution à l'alcool. Il y a des traitements d'aide au sevrage. Et ça, c'est pour les sujets addicts. C'est dans le cas d'addiction. Et tu as des traitements qu'on appelle addictolytiques, c'est-à-dire qui cassent l'addiction, mais c'est pour les gens qui ont un problème d'addiction. Tu vois. Après, moi, j'utilise un traitement pour des gens qui ont des consommations très excessives, sans signe d'addiction, mais ça reste problématique, tu vois. Il y a des traitements qu'on appelle des bloqueurs, tu vois, et qu'on peut utiliser, mais bien évidemment, tout ça est très encadré par un addictologue. Oui, là, c'est dans un cadre médical. Et il y a un bilan de santé qui est fait, tu vois, le foie, la prise de sang, le cœur, etc., quoi. Mais pour les gens qui sont juste dans la conduite excessive, la conso excessive, il n'y a pas d'aide. C'est plutôt, encore une fois, sur la consommation en elle-même, c'est des stratégies motivationnelles, c'est ce qu'on appelle aussi des interventions brèves. Tu vois, on va les accompagner, on va les aider à réduire. Et les médicaments à côté, c'est vraiment s'il y a de l'anxiété ou d'autres symptômes, ça, on va traiter avec d'autres médicaments, tu vois. Mais il n'y a pas un médicament réducteur de la consommation excessive. Ok. Là, on va rentrer dans les questions un peu pratico-pratiques. Je ne sais pas si tu vas avoir les réponses. La première, c'est pareil, elle est revenue assez souvent. Pourquoi est-ce que quand on boit de l'alcool, on a envie de fumer? Pour les gens qui se sont sevrés du tabac, pourquoi est-ce que 80% du temps, quand on recraque sur la clope, c'est parce qu'on a bu un verre ou deux avant? Est-ce qu'on sait expliquer ça? C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'histoire du cerveau. Si tu es un ancien fumeur, tu as arrêté de fumer, mais ton cerveau avait enregistré que tu fumais en buvant, et que fumer et boire, ça te procurait plein de plaisir, et tu étais à fond, et après tu contrôlais plus rien. Parce qu'on voit aussi, quand les fumeurs, quand ils commencent à augmenter leur consommation d'alcool, ils augmentent leur consommation de tabac aussi. En fait, c'est un peu... Il y a un mécanisme commun dans le cerveau qui associe les choses, en fait. Et en fait, c'est ça le craving, entre guillemets, de l'un déclenche un craving de l'autre. Le craving de l'autre, Le plus bel exemple, c'est la cocaïne et le tabac. C'est le plus bel exemple. C'est deux substances qui sont très proches. Et en fait, le cocaïnomane qui sniffe, il va fumer parce que pour réduire un peu sa descente. Mais le craving de l'un va entraîner un craving de l'autre, tu vois. Et il y a un autre truc qui est énorme, c'est que la clope, la nicotine, ça a un effet booster. Et en fait, quand tu es un peu écrasé avec la coke, quand l'effet diminue un peu, tu vas fumer pour réaugmenter l'effet de la coke. Mais du coup, ça va te donner envie de reprendre. Donc, c'est auto-entretenu. Autre question. Tu as une espèce de légende, mais je ne sais pas si c'est objectivable. Tu as des gens qui te disent, dans les mêmes conditions exactes, c'est-à-dire le contexte que j'ai mangé avant, ce que j'ai mon état de fatigue, mon état d'anxiété, etc., même conditions, même conso d'alcool, un jour, je vais être un peu pompette, le lendemain, je vais être complètement ivre-mort, un autre jour, je vais être complètement nickel. Est-ce qu'il y a une explication vraiment à ça, ou est-ce que c'est juste les gens qui se leurrent et en vrai, ils ne sont pas dans les mêmes conditions à chaque fois? Est-ce que la même quantité d'alcool sur la même durée, est-ce que ça produit toujours les mêmes effets? Ou est-ce que parfois, sans qu'on sache pourquoi, il y a une ivresse plus importante que d'autres fois? C'est difficile à répondre, ça. Il y a probablement aussi
il peut avoir un effet de la substance qui est situation dépendante, tu vois, mais c'est difficile à dire. C'est que et à un moment, ils boivent 3 verres, ça va. Ouais. À un autre moment, ils vont boire 3 verres, ils sont ivres. Ouais. Et à un autre moment, ils vont boire 3 verres et ils vont être en coma, c'est ça? Ouais. Enfin, dans le coma, peut-être pas, mais en tout cas, entre là, j'ai bu 3 verres, ça allait. Là, j'ai bu les 3 mêmes verres à peu près dans les mêmes conditions et j'étais pas bien. Ça va dépendre quand même de la situation personnelle, je crois, plutôt. C'est plutôt ça. Plutôt une sensibilisation. Il n'y a pas de données scientifiques sur ça. Mais ça a l'air très comportemental quand même. Ouais. Oui, et puis j'imagine qu'il y a quand même des trucs de... Il y a des moments où tu te sens mieux, des moments où tu te sens moins bien, tu vois. Et même physiologiquement... tu vas pas réagir pareil. Sur un estomac vide, évidemment. Tu vas pas réagir pareil. Ok. On va passer, à moins que tu aies des choses, mais on peut revenir à l'alcool à tout moment, mais là, j'allais bifurquer gentiment vers les autres substances. Le heavy metal, non? Ouais, on va en parler aussi. Donc plus sur les drogues, entre guillemets, déjà, est-ce qu'il y a une définition des drogues ou est-ce que c'est complètement obsolète comme... Non, c'est toute substance qui est d'abord, c'est des substances psychoactives. Ok, donc qui modifie le... Ouais, ça va modifier un peu les éléments dans le cerveau, quoi. Ce qui veut dire, on est d'accord, c'est bien, je pense, de le rappeler, que ça veut dire que l'alcool, c'est une drogue, le tabac, c'est une drogue. Alcool, le tabac, c'est psychoactif. Cannabis, MDMA, protoxyde d'azote, la cocaïne, tu vois, la liste est infinie. Toutes les substances, on voit pas mal en ce moment d'ailleurs. L'ecstasy est passé, la conso d'ecstasy a éclaté, le marché, alors c'est pas en conso mais c'est en chiffre d'affaires, le marché de la cocaïne a dépassé celui du cannabis. Il y a des chiffres qui circulent pas mal en ce moment. Il y a une autre notion dont on m'a beaucoup parlé, et je sais que c'est pareil, c'est obsolète, mais je préfère que ce soit toi qui explique ça, c'est le côté drogue dure, drogue douce. Ah non, faut plus parler de ça. Voilà. Toutes les drogues agissent sur le cerveau. Il y a pas de... On peut avoir... Parce que drogue douce, c'est, dans l'esprit collectif, c'est cannabis. Drogue dure, dans l'esprit, c'est cocaïne. Ou héroïne même. Ouais. L'héroïne, il n'y en a quasiment plus. Ouais. Mais tu peux avoir un usage dur de drogue douce. Tu vois. Voilà, c'est ça. On est d'accord, c'est plus conso dur, conso douce. On peut pas dire ça. Douce. Toutes les drogues sont identiques, c'est des substances qui agissent sur le cerveau. Mais quand même, est-ce que tu sais que tu as des substances qui ont un potentiel addictogène auquel tu peux tomber addict plus facilement que d'autres? Ouais, mais c'est pas lié à la substance finalement. Ouais. Tu sais, c'est comme on l'a dit tout à l'heure avec les 5 facteurs, tu vois. Oui, bien sûr. Les substances, elles étaient dans le truc environnement. Ça va dépendre vraiment de ces autres facteurs-là pour te faire basculer dans l'addiction, tu vois. Alors je dis pas, ok, on a l'habitude de dire, si tu prends du crack une fois, tu vas tomber addict. Non, bon, ne fumez pas de crack. Ne prenez pas de crack, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Ouais. mais t'as des gens qui vont être addicts avec d'autres substances, tu vois, avec la MDMA, mais tout dépend des autres facteurs. Ouais. Et ça, ça me permet de rebondir dans mon podcast. Donc, comme je t'expliquais, là, on est dans un hors-série. D'habitude, mes invités, c'est des gens qui racontent plutôt leur vie, etc. On a eu plusieurs fois l'occasion de parler d'expérimentation de drogues diverses. Et j'ai eu 2 invités qui m'ont dit... Moi, il y a eu un moment de ma vie où je me suis dit, il faut que j'expérimente. Donc, j'ai testé un peu toutes les drogues. Et puis, je me suis dit que c'était pas pour moi, machin, etc. Donc, dans ces cas-là, parfait, très bien. Mais je me dis que c'est quand même peut-être pas mal de passer un message pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent sur pourquoi c'est quand même pas la meilleure idée du monde d'expérimenter, même ne serait-ce qu'une fois. Parce que tu peux pas prédire le risque, en fait. Ouais. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple simple. La cocaïne. Tu as une image un peu glamour, tout ce que tu veux. La cocaïne, on sait très bien que tu en prennes une fois, 2 fois ou 100 000 fois, tu as un risque multiplié par 24 de faire un infarctus 1 heure après. Tu as un risque multiplié par 7 de faire un AVC. Mais moi, je ne peux pas te dire, tu vas me dire, Laurent, qui peut faire... Non, on ne peut pas le dire. Tu vois, donc l'idée d'expérimenter, on sait très bien, on est tous des laboratoires ambulants. Et l'adolescence, c'est le meilleur laboratoire où tu vas goûter à des trucs, tu vas prendre ta première ivresse, tu vas goûter à des clopes. Maintenant, ils ne fument plus, les jeunes, ils vapotent, tu vois, bon, etc., etc. Tu peux très bien te dire, je vais expérimenter, mais ce n'est pas sans risque. Et même avec une substance. Avec la MDMA, par exemple, le grand risque, c'est l'hyperthermie maligne. C'est faire une fièvre massive, tu te retrouves en réa et certains meurent. Tu vois, on entend souvent...
Ah, ce jeune de 18 ans est mort en boîte de nuit, il avait pris de la MDMA, il allait en réa. Mais on ne peut pas le prédire. Ouais. Tu vois. Ok, donc le double message, c'est non, on tombe pas forcément accro à la première prise. Jamais. Non. Mais par contre, les problèmes peuvent arriver dès la première prise. On ne peut pas prédire le risque et on ne connaît pas tous vos facteurs de vulnérabilité. Ça, c'est important comme message à faire passer. Toujours dans le même ordre d'idée, est-ce que quand même, on sait qu'il y a certaines substances dont c'est plus difficile de décrocher le tabac que d'autres? Ouais. Le tabac, c'est la première substance horrible à décrocher. Ouais. Après, le reste, encore une fois, c'est pas qu'un effet de substance, c'est lié aussi à ta personne, comment tu te sens, etc. Il faut prendre en compte tout ça. Parce qu'il y a aussi pas mal de fantasmes autour du sevrage. Sevrage en quoi? Justement, sur le sevrage globalement. Des films comme Trainspotting, tu sais, sur le sevrage à l'héros, etc. Il y a un truc dont on parle quasi jamais, c'est que finalement, le sevrage le plus dangereux, en termes de risque vital, c'est le sevrage à l'alcool, parce que tu peux quand même littéralement en mourir. Ou le sevrage en benzo, ou le sevrage en GHB, ou le sevrage en... tu peux faire des accidents avec des sevrages en opioïdes aussi, tu vois. Tu vois Et t'as quand même dans la tête des gens ce truc de décrocher des drogues dites dures, donc on a expliqué que ça n'existait pas, mais type cocaïne, héroïne, etc., c'est horriblement dur, alors qu'en réalité, décrocher du tabac, c'est vraiment très complexe. Encore une fois, ça même si on n'est pas tous égaux là-devant. On n'est pas tous égaux devant l'addiction. On n'a pas tous les symptômes qui entourent l'addiction. On ne réagit pas tous de manière identique à la maladie. Et tu as des sevrages pour certaines personnes qui vont être simples, mais il faut être bien accompagné et c'est long. Et le sevrage tout seul, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait un accompagnement post-sevrage. Pour que ce soit pérenne, sinon tu retombes, même cause, même conséquence. Exactement. On parlait d'usage simple ou de consommation raisonnable tout à l'heure pour l'alcool. Là, on disait que le tabac, c'était une drogue. On sait qu'il y a des gens qui arrivent à avoir une conso sociale. C'est-à-dire, j'ai pas de paquet, mais une fois de temps en temps, soirée. Il y a 20% des gens qui sont comme ça. Déjà, est-ce qu'on sait pourquoi ces gens sont comme ça et pas les autres? Probablement qu'ils ont plus de facteurs de protection, dans tout ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux facteurs de vulnérabilité. Et ils ne basculent pas dans une dépendance d'intensité sévère, quoi, tu vois. Donc, ils sont protégés par rapport à ça. Après, il y a une histoire, il y a l'histoire personnelle, il y a comment on réagit face au tabac. Parce que ça, c'est pas très valable pour toutes les autres substances, tu vois. Oui, voilà, c'était ma question d'après. C'était est-ce que les consommations simples ou raisonnables des autres substances, ça existe aussi? Ouais, l'usage simple, c'est défini pour le tabac et l'alcool. Ok. Voilà. Ça n'existe pas pour cocaïne, héroïne, AMD. Non, mais alors il y a des gens qui vont dire « Ah, mais oui, mais il y en a qui peuvent contrôler leur conso de coke et tout. » Non. Ouais. Oui, et encore une fois, il y a derrière ça, même en admettant que ce soit très occasionnel, il y a quand même ces risques pour la santé. Il y a des risques pour la santé. Donc qui ne sont pas forcément dose dépendants, en tout cas qui peuvent arriver. Avec le tabac, il y a des risques pour la santé, même quand on fume de temps en temps. Ouais. Oui, absolument. Avec l'alcool aussi. Tout à fait, on l'a dit. Premier verre égale risque. Évidemment, plus on multiplie les verres, plus on multiplie les risques, mais n'empêche qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque zéro. Peut-être un petit... une question. Là, c'était plus sur les addictions. Tu en as parlé tout à l'heure en parlant d'anxiété, en parlant de dépression, etc. Une question qui est pas mal revenue, c'est est-ce qu'une addiction, ça cache forcément derrière, ça sous-tend un trouble, un symptôme, voire une maladie psy? En fait, j'utilise toujours cette métaphore, j'en parle souvent, mais d'ailleurs, j'ai l'impression d'en parler un peu tout le temps, tu vois, c'est que la métaphore, c'est que l'addiction, c'est comme un arbre. Ouais. Tu vois? Tu vois un arbre dans la forêt, tu as un tronc avec des branches, tu vois? Et en fait, les substances et les comportements addictifs, c'est ces branches. Donc, tu vois, tu as un problème avec le tabac, c'est une branche, tu as un problème avec l'alcool, c'est une branche, etc. Mais tu as des racines dans l'arbre. Mmh. Parce que si tu coupes que la branche, la racine, elle repousse. Si tu ne traites pas les racines, bien sûr, il faut les traiter. Donc les racines, ça peut être des maladies psychiatriques, des troubles psychologiques, des notions de maltraitance, des traumas, enfin, c'est des exemples en infini. Mais une addiction seule, ça n'existe pas. Elle est comorbide
d'un problème psychiatrique. Ok, donc il y a forcément quelque chose derrière. Tout à fait. Il faut traiter. Qui convient de traiter. C'est Ouais. les fameux trucs que tu disais tout à l'heure, Ouais. le sevrage seul. Ouais, par exemple, sert à rien. sevrage seul, ça sert à rien, mais traiter que l'addiction, ça sert à rien. Il faut traiter l'addiction et voir s'il n'y a pas une dépression en dessous, un trouble anxieux, tu vois, et d'autres troubles. Après, là, c'est le moment de la question un peu provo. Ouais. Mais encore une fois, on me l'a pas mal posé. C'est oui, mais quand on est traité pour une addiction, Ouais. on nous balance des cachetons Ouais. et finalement on remplace une addiction par une autre addiction. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Je pense aux anxiolytiques. Ouais, bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est que les médicaments, c'est qu'une partie du puzzle thérapeutique, en fait, tu vois. Le traitement d'un malade addict, c'est un grand puzzle. Il va avoir quoi? Il va avoir, donc on l'a dit, l'addiction, c'est ça qu'on va traiter. Les substances, on s'en fout finalement, c'est l'addiction. Ouais. Les problèmes psychiatriques, les problèmes environnementaux, sociaux, tu vois, les problèmes de couple, les problèmes de santé physique, tu vois, déjà ça fait beaucoup. Ouais. Donc son puzzle, c'est ça. Et dans ton puzzle, on va dire que addicto, dans la pièce addicto, tu vas traiter le sevrage avec des médicaments, donc sur un temps court, un sevrage c'est 3 semaines max, tu vois, temps court, avec des entretiens motivationnels pour booster un peu le changement. Mais une fois que tu as fini ton sevrage, tu vas aller dans le maintien de ton abstinence. Le maintien de ton abstinence, le traitement, c'est d'abord de la thérapie comportementale et cognitive, où on va t'apprendre des stratégies pour lutter contre les envies, te motiver, savoir dire non, etc., repérer des situations à risque, tu vois, plein de trucs. Et l'autre partie, ça va être, on va mettre des traitements addictolytiques. Il y en a pour l'alcool, on va mettre des traitements de substitution pour les opiacés, des traitements de substitution nicotinique pour le tabac. Pour la cocaïne, c'est expérimental. Pour la MDMA, c'est expérimental, etc. Mais ces traitements-là, ils vont être contrôlés médicalement, tu vois, et ils vont être ciblés. Ouais. Et on ne va pas donner à des gens des anxiolytiques comme ça pour qu'ils deviennent dépendants après aux benzodiazépines. Non. Tout est très codifié. C'est encadré, bien sûr. Ça, c'était la partie addicto. Mais la partie psychiatrique, ouais. Si tu as un trouble dépressif caractérisé, on va te mettre un antidépresseur, c'est indiqué, et de la psychothérapie à associer. Si tu as un trouble anxieux authentique, on va te mettre un antidépresseur. Tu vois, on ne va pas remplacer une addiction par une autre, puisqu'on va mettre en place des traitements sur des durées limitées. Et est-ce que c'est forcément plus compliqué, j'imagine, de gérer un traitement anxiolytique, par exemple, chez quelqu'un dont tu sais que, par définition, il est addict, donc il y a un risque de mésusage, c'est-à-dire de détourner le On va leur le donner traitement. des anxiolytiques déjà qui ne sont pas à risque d'addiction. Ok. Déjà. Tu vois, par exemple, le vrai exemple, c'est les benzodiazépines. Non. Les benzodiazépines, c'est indiqué dans les sevrages d'alcool, donc limité, ou dans les sevrages en benzodiazépines sur un temps un peu plus long. C'est tout. On va utiliser des anxiolytiques non addictogènes. Pareil, les traitements pour dormir, les apparentés, les substances Z, hein, tu vois, zopiclone, zolpidem, etc. Ça, c'était addictogène. Donc, on dégage ça. Okay. On va utiliser d'autres stratégies pour faire dormir les gens avec des médicaments, en plus de la thérapie. Peut-être petit mot sur ce qu'on appelait, peut-être qu'on appelle plus ça comme ça, les addictions sans substance. Ouais. Addiction comportementale. Jeux vidéo, porno, sexe, jeux d'argent. Ouais. Déjà, moi, pour avoir plusieurs fois bossé là-dessus pour des vidéos, dans le DSM-5, par exemple, t'en as certaines qui sont reconnues. Ouais. Je crois les addictions aux jeux d'argent, c'est reconnu comme c'est une la addiction, première reconnue, les jeux de hasard et d'argent. D'autres le sont pas forcément, alors qu'on sait dans la pratique qu'il y a quand même un truc, quoi. Est-ce que pour toi, ça a une importance, les addictions officiellement reconnues ou pas, ou est-ce que tu traites de la même manière Non, moi, ce qui est important pour moi, c'est les patients et les patientes qu'on voit. Tu vois, s'ils souffrent ou pas authentiquement. Alors c'est vrai, les jeux de hasard et d'argent, c'est dans le DSM-5, la classification américaine. Oui, le DSM-5, c'est l'espèce de bible des psychiatres américains sur ce qui est reconnu comme maladie mentale, etc. Mais tu as aussi la classification internationale des maladies de l'OMS, donc, où il y a... Alors, l'addiction sexuelle, ça n'existe pas. Voilà, hein. Mais le terme maintenant, c'est trouble comportemental sexuel compulsif, qui est dans le CIM, dans la classification de l'OMS. Et quand tu prends tous les critères, c'est les critères d'addiction. Hein. Oui. Le trouble du jeu vidéo, ça a été reconnu par l'OMS. Il n'y a pas addiction au jeu vidéo. Bon, okay. Et tout le reste, c'est en cours d'évaluation. Tu vois. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le reste,
Tu vois, par exemple, l'addiction au smartphone, ça n'existe pas. C'est usage problématique du smartphone. Ouais. Tu vois, tu as des critères. Les réseaux sociaux, l'addiction aux réseaux sociaux, c'est en cours d'étude. C'est usage problématique des réseaux sociaux. Ce qu'on voit, nous, vraiment en consulte, c'est de la sexualité compulsive, les jeux de hasard et d'argent, et les jeux vidéo. Et un tout petit peu les achats. Ok. Tout ça, en fait, c'est... C'est le même 5C pendant 12 mois. C'est ça, c'est tant qu'il y a les 5C. 5C, sur 12 mois. Et ton produit, c'est quoi ? Moi, c'est l'achat. Et les conséquences négatives d'une manière ou d'une autre, soit sur la vie sociale, soit exactement. Et un petit mot juste sur la façon dont on traite ce genre d'addiction de la même façon. C'est la même approche, parce qu'encore une fois, le message vraiment que je veux faire passer, c'est que l'addiction, c'est une maladie, peu importe la substance ou le comportement. Donc, on va faire ce puzzle qu'on a dit, tu vois. Donc, bien évidemment, il n'y a pas de traitement médicamenteux ciblé sur les jeux de hasard et d'argent, les jeux vidéo. Ça va être une approche d'abord qui est comportementale et cognitive. La TCC. D'accord ? Et on n'est pas forcément dans l'abstinence. Oui, tu vois ? dans le contrôle. On va réapprendre à contrôler son comportement, à réduire son comportement, à réguler et surtout à éviter les conséquences. Ouais. Et après, de la même façon, tu as le traitement de ce qui se cache derrière. Les problèmes physiques, etc. Les problèmes de dépression, anxiété, etc. Pour ce genre d'addiction-là, on sait s'il y a aussi des facteurs qui peuvent potentiellement être génétiques, héréditaires. C'est exactement la même chose que ce dont on a parlé au début. Ok. Là-dedans, est-ce que... parce qu'on en a aussi beaucoup parlé... toi, tu peux être amené à recevoir des gens qui ont des addictions type alimentaire. Je ne parle pas de TCA, mais on parle d'addiction au sucre, addiction au café. Est-ce que ça, c'est vraiment les mêmes mécanismes ou est-ce que c'est des trucs un peu différents ? Ouais, c'est des mécanismes assez communs. Moi, j'aime pas trop addiction au sucre, mais plutôt addiction à l'alimentation sucrée ou hypercalorique, tu vois. Mais oui, tu as authentiquement des gens qui viennent consulter pour ça et on va réguler. Ils sont souvent en surpoids, en obésité aussi. Et il faut prendre en charge vraiment tout le puzzle, quoi. Il y a un truc dont je voulais te parler tout à l'heure, je reviens. C'était sur l'alcool, mais en vrai, je pense que c'est global pour toutes les addictions. Il y a encore, peut-être si on peut casser une nouvelle idée reçue, il y a eu cette notion qui était pendant très longtemps mise en avant, qui était, mais qui l'est un peu encore, c'est pour ça que j'en parle, se débarrasser d'une addiction, ça reste un problème de volonté avant tout. Non. Voilà. Ah non, le mot volonté, non. Vouloir, c'est pas pouvoir. C'est mon mentor qui dit ça, le docteur Einstein. Ouais. Et non, si c'était que la volonté, c'est facile. Vas-y. Mais non, c'est pas une histoire de volonté. Parce qu'en fait, dans le cerveau, si on revient dessus, il y a 4 grands circuits. Premier circuit, la récompense. Le deuxième, on parle que de celui-là tout le temps, mais c'est un des 4, quoi. Ouais. Deuxième circuit, la mémoire et l'apprentissage. Troisième circuit, la motivation. Quatrième circuit, le contrôle. Si, par exemple, toi et moi, on écoute Bad Brains, par exemple, que tu as sur ton t-shirt, on va être super content. Récompense, ça s'allume. Mémoire, apprentissage, on sait que Bad Brains, ça nous fait plaisir. Motivation, on est super motivé pour écouter. Contrôle, l'album se finit, on est cool. On passe à autre chose. Mais maintenant, on est addict. Ces 4 circuits ne marchent plus ensemble. Tu as d'un côté récompense et mémoire, apprentissage, motivation tout seul et contrôle tout seul, tu vois. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je prends une substance, peu importe, hein, mon cerveau, il sait que la première fois, c'était génial. Ouais. Et il a appris ça. Donc, il va te dire, waouh, vas-y. Mais comme mon circuit de la motivation, il est tout seul, il ne marche plus, et il y a un tout petit truc de volonté dans la motivation. Donc, j'ai plus de motivation à changer mon comportement, ça ne marche pas, et j'ai plus de contrôle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je fonctionne en boucle de récompense, mémoire, récompense, mémoire, récompense, mémoire. Court-circuiter le reste, c'est court-circuité. Ouais. Et en fait, la thérapie, c'est très schématique. Le puzzle dont on parlait tout à l'heure, c'est de recoller les 4 circuits. C'est schématique. Hein. Ouais, mais c'est parlant, important à faire comprendre, notamment pour cette histoire de volonté. Ouais. Non, c'est pas une histoire de volonté. Non. C'est une histoire. Ce serait trop facile. C'est le fonctionnement de ton cerveau qui a été modifié par les habitudes, enfin l'usage répété. Il y a des patients, tu vois, des fois, ou des patientes qui me disent, docteur, vous n'avez pas un médicament pour me soigner tout ça d'un coup ? Si je l'avais. Bien sûr que si je l'ai. Évidemment. Ça, on en a parlé. Petite question, là, c'est une question marrante. Je sais exactement ce que tu vas répondre, mais ça me paraît pas mal comme on me l'a posé. Ouais. C'est quoi le plus dangereux ?
est-ce que c'est l'alcool ou la weed? Ça dépend de la personne. Bah, pour les mêmes raisons que celles qu'on disait tout à l'heure, c'est pas une question de substance. C'est une question de conso. ta personne et tes facteurs perso. Ouais. Donc si tu bois, si tu as une conso excessive d'alcool, bah, l'alcool est plus dangereux. Par contre, si tu bois un verre tous les 10 jours et que par contre tu fumes de la weed, tu fumes 10 joints par jour, c'est personne dépendant. Voilà, il y a aucune, c'est impossible de y a pas de gradation de répondre à cette question. Ouais. Je voulais quand même pas qu'on se sépare sans avoir parlé un peu de métal, et notamment d'un concept que tu as développé, popularisé, en tout cas, qui est celui de l'addiction positive. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de l'addiction positive? Prenons l'exemple du métal, puisque c'est celui qui nous intéresse. Ouais, en fait, cette idée m'est venue en voyant plein de gens de la communauté du métal, tu vois, et en me disant, mais qu'est-ce qui lie cette communauté? Pourquoi ils sont comme ça? Et surtout, sur du long terme, pourquoi ils sont comme ça? Tu vois, pourquoi... Moi, j'ai 53 ans, tu vois. Pourquoi, à 53 ans, j'ai décidé d'avoir 5 vestes à patch? Ouais. Tu vois, et de consulter avec, tu vois. Tu vois, tu peux te dire, mais c'est quand même bizarre pour les gens, tu vois. Et en fait, on s'aperçoit que ce phénomène, la musique, en tout cas, moi, je prends le métal, c'est un exemple concret. En fait, ça procure du plaisir, de la récompense, des émotions positives, tu vois, et il n'y a pas de conséquences, en fait. Il peut y avoir des conséquences un peu de temps en temps sur ton argent, mais tu arrives plus ou moins à réguler, je veux dire. Et ça emprunte un peu aux 5C sans remplir tous les 5C. Ouais. C'est-à-dire que tu peux, je sais pas, un peu perdre contrôle sur du merchandising, par exemple, je sais pas, ou sur des albums vinyles, ou ce que tu veux. Tu peux avoir de temps en temps des envies irrépressibles, mais c'est pas maladif. Je sais pas, de t'acheter ce truc-là, ou d'aller à ce concert qui est loin, qui coûte cher. Et tu peux de temps en temps un peu avoir le fait un peu être compulsif, tu vois, mais il n'y aura pas de conséquences. Et pour moi, l'addiction positive, c'est ça, c'est plaisir, récompense, émotion positive. Donc, c'est une addiction, sauf que ça remplit pas tout à fait les 5C. Ouais, je mets positif parce que addiction, c'est négatif, c'est une maladie. Tu vois, ça fait hurler les gens quand j'ai mis addiction et positive. Oui, non, c'est pas une addiction, c'est une maladie, c'est stigmatisant pour les addicts. Mais non, mais arrêtez, quoi. On sait très bien qu'il y a des symptômes qui sont identiques. Et tu vois, quand je fais des interviews avec des musiciens, et des artistes, peu importe, je leur pose toujours cette question, c'est quoi votre addiction positive? Et tu vois, par exemple, la dernière que j'ai eue, c'était avec Zakk Wylde de Black Label Society. Et il me dit, moi, c'est Black Sabbath. Tu vois, et moi, si je te dis, toi, quelle est ton addiction positive, c'est quoi, toi? Oh, moi, c'est les concerts. Ouais, les concerts. Le live, ouais. Tu vois, mais ça te fait que du bien. Mmh. Tu vois, ouais, bien sûr. Est-ce que tu as entendu parler de ce... Je crois que c'est un Suédois qui a réussi à se faire reconnaître une addiction au métal. Ouais, il y avait un 100%, un équivalent de 100%. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, il a réussi à avoir une réduction de son temps de travail pour pouvoir aller voir les concerts, etc. Ça, c'est énorme. Ouais, en France, je pense pas que la MDPH accepterait. Ouais, en France, c'est compliqué, ouais. Mais cette histoire est assez folle. Je vous mettrai un lien dans la description. Ouais, vraiment, le type, en gros, en 2 mots, c'était un gars qui bossait, mais qui souvent... ratait le boulot parce qu'il avait des concerts, dépensait quand même pas mal de thunes pour s'acheter du merch, machin, etc. Il a réussi à se faire reconnaître une addiction au métal, ce qui fait qu'il a pu avoir un mi-temps thérapeutique pour pouvoir aller au concert, etc. C'est énorme. C'est quand même assez fou. Juste sur le métal, il y a cette image de musique extrême, conso, drogue, alcool, etc. Est-ce que c'est un truc, encore une idée reçue qu'on peut casser? C'est une idée totalement reçue. Les gens dans le métal sont des gens plutôt cool, plutôt bienveillants. Après, bien sûr, t'as des gens qui peuvent être malades, mais c'est pas lié au milieu musical, si tu veux. Tu vois. Moi, en tout cas, avec l'âge, j'ai l'impression que j'ai trouvé que beaucoup de gens dans la communauté métal sont des gens très créatifs. Mmh. Et que cette musique-là, c'est un stimulant et à la fois un anxiolytique. Tu vois. Oui, là-dessus aussi, d'ailleurs, il y a eu des études qui ont montré que... Ouais. Et on a vu, moi j'ai une interne à Strasbourg qui avait fait une thèse sur ça, sur le métal et le côté émotionnel. Et c'est vraiment un régulateur d'émotions. Hein. C'est-à-dire, mais qui est fort, qui est puissant. Et tu vois, il y a toutes les idées reçues de, je sais pas, t'es sataniste, tu vas tuer des enfants, etc. Tout ça, c'est du vent. Dernier petit truc que je voulais aborder avec toi, c'est ma petite marotte du moment.
notamment après la sortie d'Emmanuel Macron sur le sujet. For sure. Non, pas celle-là, une autre. Non, sur les jeux vidéo. Ouais. Tu sais, ce fameux truc de les jeux vidéo rendent violents, Ah etc. Ouais. Mais c'était... Moi, là, je m'apprête à sortir une vidéo qui sera sortie au moment où le podcast sortira, qui est à l'inverse sur toutes ces fois où, un peu en mode addiction positive, le jeu vidéo fait du bien, peut même être thérapeutique, utilisé pour traiter pas mal de problèmes et en prévenir d'autres. Mais quand même, pour pas faire dans l'angélisme, le problème, c'est pas là non plus la substance, c'est l'usage. Il y a des comportements addictifs aux jeux vidéo. Toi, est-ce que tu en vois, est-ce que tu en suis des patients ? Oui, mais il y a ce qu'on appelle le trouble du jeu vidéo. Ouais. Le trouble du jeu vidéo, c'est l'équivalent de l'addiction aux jeux vidéo. Donc, c'est un comportement de jeu qui pose problème, avec perte de contrôle, craving, etc., tout ce qu'on s'est dit. Mais, encore une fois, ce trouble du jeu vidéo, il est lié aussi à d'autres problèmes. Tu vois ? Mais s'il y a ça, il y a un trouble. Si tu as les critères, tu as une maladie. Si tu as la maladie, il faut la traiter. Mais en aucun cas, le jeu vidéo violent rend violent. Ouais. Ça, il y a plein d'études qui le montrent. C'est pas parce que tu joues à un jeu vidéo violent que tu vas sortir avec un fusil et tirer sur tout le monde. Ouais. Si c'est le cas, il y a d'autres problèmes en dessous. Il y a d'autres problèmes que le jeu vidéo, ça vient pas. Les meurtres qu'il y a eu dans des collèges, dans les lycées, etc., ne sont pas liés à des jeux vidéo, sont liés à une pathologie probablement psychiatrique ou autre. Et il y a aussi des comportements addictifs à côté. Voilà. Donc, il faut bien respecter quand même, je le dis souvent en conférence, ça, les normes d'âge. Parce que tous les cerveaux ne sont pas prêts à voir, tu vois, quelqu'un qui joue à GTA à 8 ans, j'exagère, c'est pas très conseillé quand même. Il faut respecter les normes. Il y a des classifications, voilà. Peggy 18 et voilà. compagnie. Il faut les respecter. Mais c'est aux parents de faire respecter. Écoute, moi j'ai fini avec mes petites questions. Est-ce que toi, il y a un message que tu as envie de faire passer, une autre idée reçue à casser ou quelque chose qu'on n'entend pas assez ? Vraiment, le message que je veux faire passer, c'est l'addiction, c'est une maladie chronique. Peu importe la substance ou le comportement, il ne faut pas se focaliser dessus. Et le traitement, c'est comme un gros puzzle. C'est-à-dire qu'il faut traiter l'addiction, les problèmes psy, les problèmes physiques et les problèmes d'environnement. Et ça, c'est comme pour tous les autres problèmes. Si on n'en parle pas, on peut pas. Exactement. Si vous sentez avoir difficilement du mal à gérer les choses, faites-vous aider. Et c'est pas une maladie honteuse, donc tout à fait. Faut pas hésiter à en parler. Écoute, merci beaucoup Laurent. Merci Julien. Où est-ce qu'on peut te retrouver à part tout ce que j'ai dit tout à l'heure? Ça commence aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ça commence aujourd'hui régulièrement sur France 2. Il y a mes podcasts Psychique et Addiction. Ça, c'est tous les mardis. J'ai des podcasts aussi d'apprentissage, mais ça, c'est plus pour les professionnels de santé, mais le grand public peut être aussi intéressé. Il y en a un qui s'appelle des pros de santé. Addicto Learning. Donc, c'est toute l'addictologie en podcast, en micro-apprentissage. C'est très court. Et il y a le prochain qui sort qui va s'appeler Psy Learning. C'est toute la psychiatrie adulte. On est en pleine santé mentale en micro-podcast. Et vous pouvez me trouver sur YouTube maintenant parce qu'il y a un partenariat avec Ça commence aujourd'hui et France TV. Pour mes podcasts vont être aussi sur YouTube. Donc, il va y avoir spécifiquement tes podcasts sur Psychique sur et Addiction. Et on peut te retrouver aussi sur Instagram. Ouais, Instagram, Instagram, LinkedIn. Je mettrai tous les liens, tous les liens, comme ça vous saurez où retrouver Laurent. On peut se retrouver dans les salles de concert aussi. On peut se retrouver aussi dans les salles de converse diverses. Le prochain concert pour toi, c'est quoi? Je vais voir Michael Schenker vendredi. Ah ok. Ah bah on va se rater. Moi, je vais voir Aurore au Trabendo. D'accord. Et bah écoute Laurent, merci beaucoup pour tous ces conseils, toutes ces explications. C'était super précieux. C'est cool. Salut. Merci Julien. Merci à toutes et à tous. Prochain épisode de La Bonne Vivance, ce sera un épisode classique. Ce sera lundi prochain à 6h du matin, comme tous les lundis à 6h du matin. Cet épisode-là, vous pouvez le retrouver sur le Linktree La Bonne Vivance et évidemment sur toutes les plateformes, en vidéo sur YouTube, sur ma chaîne secondaire Julien Méniel et sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Merci à vous, salut.